Bonjour, je suis Hélène Frébourg, je suis coach et auteure sur la question du mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Alors, pour la 4e saison de mon podcast, j'ai décidé d'ouvrir les horizons. Le cercle joyeux du mieux vivre, c'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. Je souhaite rassembler les auditeurs qui sont en transition de vie avec au cœur de leurs problématiques de projet de vie, la santé et l'écologie de leur vie. Ça veut dire des personnes qui souhaitent préserver ou restaurer leur santé et donc faire des choix qui les rapprochent de la nature, du vivant et d'une écologie joyeuse. Alors, ces auditeurs souhaitent découvrir ou mieux connaître la permaculture et faire leur transition écologique en ouvrant leur champ des possibles. Alors, bien évidemment, ce podcast est destiné aux malades chroniques dans la conduite des 3 précédentes saisons et en cohérence avec mon coaching du mieux vivre avec la maladie chronique. Mais aussi, ce podcast s'adresse à ceux qui ont une vraie démarche de santé avec leur écosystème de vie autour de la valeur de l'autonomie, c'est-à-dire être acteur de sa vie. Alors, je commence par rappeler une statistique assez édifiante. 1 Français sur 5, ouais, ça fait 20% de la population, est concerné par la maladie chronique. Et ouais, avec toutes ces maladies inflammatoires, métaboliques, environnementales. Et je ne parle pas du cancer, je parle des maladies environnementales, métaboliques, inflammatoires. Ça veut dire que chacun connaît un malade chronique. Mais ça veut dire aussi que, grosso modo, 80% de la population souhaiterait bien ne pas devenir malade chronique, lié à ces dérèglements de notre vie. Alors, ça veut surtout dire que tout le monde, chacun, oui, tout le monde est concerné par la question du mieux vivre avec la santé. Alors, c'est pourquoi j'ai créé ce podcast. Le cercle joyeux du mieux vivre, c'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. Alors, j'invite sur ce podcast des experts au très très large champ des possibles pour parler des choix à faire pour notre projet de vie en santé. J'invite des experts aux horizons ouverts et constructifs sur les différentes sphères de l'écosystème de vie. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Catel Bosser, qui est coach, permacultrice d'entreprises florissantes avec son entreprise Blooming Company en Suisse. Et c'est l'auteur de 2 livres extraordinaires. Oui, extraordinaires. Ces 2 livres-là dont nous allons évidemment parler. Bonjour Catel Bosser. Alors merci d'avoir accepté mon invitation pour le lancement de ce podcast, le cercle joyeux du mieux vivre. Alors on a fait connaissance en 2020 dans le cadre de notre formation à l'Académie Zéro Limite avec le coach canadien Martin Latulippe. Et puis, j'ai lu vos 2 livres passionnants. Le manuel d'abondance à l'usage des jardiniers, ça c'est le premier que j'ai lu. Et puis, le précis de botanique à l'usage des entreprises florissantes. Donc, voilà. Tout à fait. Ils sont super. Il y a une démarche intellectuelle que j'aime beaucoup, qui est à la fois très ludique, mais à la fois super riche. Et c'est pas des livres qu'on lit en 5 minutes. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à les lire et puis à retourner voir des morceaux, etc. Donc, c'est la bonne première question pour présenter de nouveaux livres. Alors, ces livres, en fait, au départ, ça n'en était qu'un seul. En fait, l'été 2016, je suis partie en vacances en Grèce avec mon mari et mes enfants. Et je suis partie avec 2 livres. Un livre de permaculture, parce que je voulais faire pousser des légumes sur mon balcon.
je me questionnais un petit peu sur voilà, notre rapport à l'alimentation, qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'on peut produire ce qu'on mange, etc. Et puis, un livre de finances parce que je devais résoudre des questions financières relatives à mon entreprise. Donc, moi, je suis indépendante depuis 2008. Donc, ça fait un bon moment. J'ai une agence de rédaction qui s'appelle K, etc. L'agence de rédaction, on rédige des textes pour les entreprises et une agence d'événements spécialisée dans le domaine de l'architecture. Et donc, voilà, je pars en vacances avec ces 2 livres. Et puis, au bord de la piscine, la magie a opéré, loin du Wi-Fi, loin des réseaux sociaux. Je lisais un livre, je lisais l'autre, je lisais un livre, je lisais l'autre. Et à un moment donné, je me suis dit, mais mince, si on appliquait les principes et surtout le code éthique de la permaculture à la finance, parce que finalement, la permaculture, c'est une méthodologie, ce n'est pas une technique de jardinage, c'est vraiment tout un concept philosophique, une manière de voir la vie. Donc, si on applique ça à la finance, ben, on a tout gagné parce qu'on passe d'une économie qui dégénère les gens, la nature, qui détruit tout, à une économie qui régénère. Et puis, bah, comme mon outil, c'est l'écriture, bah, je me suis... Alors là, pour le coup, j'ai sorti l'ordi, j'ai rédigé. Puis vraiment, la crise d'inspiration, donc je dormais à peine, je mangeais à peine. Mon mari était là, bon, alors on part en vacances, puis tu t'enfermes pour écrire, c'est dommage. Et voilà, il me connaît, il sait que c'est comme ça. Et j'ai, entre guillemets, dégueulé l'équivalent de 900 pages. Puis là, je me suis dit, bon, voilà, puis on est rentré de vacances, puis je regardais ces 900 pages, puis c'était comme un petit coup de folie, quoi, comme un truc, voilà, j'ai piqué un délire, et puis, voilà, ça sert à rien, quoi. Puis mon mari me disait, mais si, vas-y, publie. Puis non, mais je peux pas. Alors, il faut savoir que dans mon agence de rédaction, j'avais écrit, je vendais mes textes libres de droit. Donc, j'avais jamais écrit en mon nom, j'avais jamais dit ce que je pensais, en fait. Et là, c'était la toute première fois que je proposais un texte où vraiment je m'affirmais, je posais une position. Et c'est un changement de posture qui a été très difficile pour moi. Du coup, le livre, il est sorti que fin 2018. Donc, c'était le temps pour moi d'arriver à prendre confiance et puis de le retravailler parce que 900 pages, ça c'est le guerre épais de l'économie bobo écolo. Je disais, ça peut être indigeste. Et donc, notamment, je l'ai séparé en 2. Donc, le premier tome, c'est Blooming People parce que ça part de nous, ça part de soi. Ça part du créateur d'entreprise. On rechange on repositionne ses valeurs, on remet les choses au bon endroit. Et puis après, Blooming Company, quand nous on est bien alignés, on crée des entreprises qui sont bien alignées aussi. Donc l'un suit l'autre. Et puis voilà, en gros, l'histoire des 2 livres. Eh ben, bravo, je ne connaissais pas comment vous l'aviez produit, mais c'est comme une fulgurance en fait finalement. Ce que vous Complètement, racontez. c'était une fulgurance. Ouais. Et bah, c'est super parce que quand ça vient comme ça, et le changement de posture, bah, moi aussi j'ai traversé ça et je comprends bien. Et quand on est dans un processus de transformation et d'évolution, il y a des moments marquants comme ça où quand on commence à prendre la voix de ce qu'on a à dire, c'est là où ça change tout. Moi, c'est ce que j'essaie de faire là modestement et avec toutes les imperfections avec mon podcast. Je veux pas que la maladie chronique soit un ghetto et qu'on reste. La politique parle souvent de l'inclusion des handicapés, des malades, des invalides et tout ça, mais bon, dans la réalité concrète, on est vite mis de côté et isolé. Et là, moi, ma démarche, elle est justement à travers ce podcast-là de me remontrer qu'on est dans la vie avec tout le monde, qu'on soit malade ou pas. Et puis, de toute façon, c'est pas une étiquette qui définit ce qu'on est de façon pleine et entière, quoi. Et là, quand je vois votre livre, le récit de votre livre, je trouve ça génial parce que c'est justement un bon exemple où, bah oui, on a des choses à dire et bah oui, voilà, faut prendre sa voix. Moi, j'ai pris en tous les cas beaucoup de plaisir à les lire, même si j'ai trouvé que c'était très riche et il y a une gymnastique intellectuelle dans laquelle il faut rentrer parce qu'il y a tout un processus c'est tout un chemin que vous racontez dans ces 2 bouquins-là et il faut rentrer dedans, mais une fois qu'on est dedans, on comprend bien toutes les connexions que vous faites et la vision d'écosystème, hein, finalement, c'est ça la richesse de la permaculture. Alors justement, dans la clé d'entrée, ce que vous faites, c'est que sur votre site, vous avez inventé un questionnaire. Alors moi, j'aime pas les tests de personnalité, hein, genre MBTI et tous ces machins-là qu'on nous fait en cabinet de recrutement. Moi, ça développe mon côté rebelle. Je vais répondre n'importe quoi et voilà. Alors que là, j'ai beaucoup aimé votre questionnaire qui est très ludique. Et puis finalement,
c'est pour savoir si on est papillon, abeille, fourmi et araignée. Et ça permet de découvrir son talent naturel. Donc moi, je suis une abeille qui aime mettre en relation. Oui. Et ça se voit là dans le podcast parce que j'aime bien. Là, je vais inviter des gens de tellement d'horizons différents que c'est ça qui va en faire l'identité. Et puis le papillon créatif. Donc les résultats de votre test n'ont pas étonné sur mon profil. Par contre, justement, je trouve qu'il est vraiment intéressant parce que ça, de façon ludique, ça dit beaucoup de choses très, très, comment dire, très, très profondes. Alors, on peut peut-être parler justement de ce chemin de résilience que vous appelez pas forcément comme ça dans votre livre, mais tout le chemin que vous amenez dans le bouquin. Justement, quand on est malade chronique, bah, on est un peu dans le désert. Hein, enfin, c'est ce que vous appelez le désert quand on est en manque d'argent, qu'on est isolé et tout ça. Et malheureusement, c'est un peu ça comment dire, quand on est malade chronique, si on s'enferme là-dedans, bah, on reste tout seul dans son désert. Et puis, bah, vous montrez qu'après, il y a tout un chemin. Alors, je vais pas le raconter parce que je saurais vraiment pas le faire, mais est-ce que vous pouvez reprendre un petit peu ces étapes-là et de montrer, bah, justement, que entreprendre, bah, ça peut être une voie de solution et de faire ces différentes étapes, d'aller du désert au potager, etc., dans votre image. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce chemin? Oui, alors en fait, moi, dans mon parcours de vie, j'ai été amenée à côtoyer ou à vivre des situations de grande pauvreté, de grande précarité, donc le désert. Et j'ai aussi été amenée à côtoyer des milieux très fortunés, voilà, où l'argent coule à flot. Euh, et puis après, dans ma vie professionnelle, j'ai navigué après, dans des domaines où il y avait plus ou moins. Et en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que les gens avaient il y a des comportements différents, il y a des codes différents, il y a des relations différentes, il y a des manières de parler différentes. Et puis, j'avais un petit peu cette idée-là qui flottait, c'était un peu comme oui, comme des strates, quoi. Et puis, quand j'ai mis la métaphore du jardin sur ce ressenti qu'il y a plusieurs paysages financiers d'abondance, en fait, enfin, ouais. Et que, de même que dans le désert, les végétaux, les animaux ne vont pas se comporter de la même manière que dans une prairie où il y a de l'herbe grasse, que dans une forêt, que dans un potager, etc., ben, j'ai pu réussir à mettre ces métaphores de paysage en place pour vraiment essayer de se dire, voilà, je suis dans ce paysage-là, les règles, c'est ça, ça, ça. Je suis dans ce paysage-là, les règles, c'est ça, ça, ça. Puis en fait, tout le livre, c'est ça, c'est cette succession de paysages financiers. Et en fait, le meilleur moyen pour y aller, pour avancer vers ces paysages, c'est de s'appuyer sur son talent naturel. Alors, le talent naturel, alors les paysages, c'est moi qui les ai inventés. Par contre, le talent naturel, pas du tout. Le talent naturel, ça vient de Jung. Avant lui, c'était Hippocrate. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent depuis toujours. Et puis, moi, j'ai simplement mis que c'était des insectes. Mais en gros, vous allez reconnaître le bileux, le colérique, le sanguin, tout ça, c'est le même tempérament. Vous allez reconnaître les archétypes de Jung aussi. C'est vraiment pas spécifique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est éduqué à aller là où on n'est pas. C'est-à-dire quand on est à l'école et qu'on est bon en maths, on nous dit il faut travailler ton français. J'ai mes enfants qui sont scolarisés, c'est vraiment ça, quoi. Le petit, il est bon en maths, on lui dit attention, il faut lire, tu fais des fautes d'orthographe. Et la grande, elle est bonne en français, il dit attention, tu n'es pas bonne en maths. Et on nous force toujours à aller là où on est moins bon pour avoir ce socle de culture générale commune. Donc ça, c'est bien qu'on sache tous lire et c'est bien qu'on sache tous compter. Par contre, ça nous formate à mettre l'effort là où on n'est pas bon. Et ça, c'est un petit peu un des effets secondaires de l'école, on va dire. Et donc, on rentre dans la vie professionnelle et on fait la même chose. Au lieu de s'appuyer sur là où on est bon, on va aller chercher à s'améliorer. On veut tout le temps s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. Et l'approche des talents naturels, c'est de dire, non, je vais devenir excellent là où je suis déjà bon, en fait. Et puis pour le reste, tant pis. Soit je m'entoure de gens qui savent faire mieux que moi. Soit, voilà, il y a plusieurs stratégies pour pallier à nos failles.
mais on va toujours s'appuyer sur quoi on est bon. Et du coup, on va partir des forces de ces talents naturels pour construire notre projet. Et puis, bah, si on prend l'histoire de la maladie chronique, bah, c'est exactement la même chose. Plutôt que d'aller forcer à essayer de faire ce qu'on ne peut plus faire ou ce qu'on ne peut pas faire ou ce qu'on doit faire de manière adaptée, bah, on va plutôt continuer à cultiver ce qu'on peut encore faire. Et puis vraiment mettre ça en exergue et puis s'adapter à son problème de santé. Mon premier métier, c'était infirmière, donc c'est aussi un sujet qui m'intéresse bien. Et puis, pour moi, l'entrepreneuriat, alors oui, il y a beaucoup d'entreprises qui font beaucoup d'efforts pour intégrer des personnes en situation de maladie, mais l'entrepreneuriat, ça reste quand même le Saint Graal quand on a une différence quelle qu'elle soit, pour s'adapter à ses rythmes, pour s'adapter à la survenue d'éventuelles crises, pour s'adapter à... Voilà, d'avoir un... En fait, on peut intégrer dans le modèle d'affaires des souplesses qui vont permettre de respecter l'état de santé. Donc moi, dans les personnes que j'ai accompagnées, je me souviens toujours de cette maman. Sa petite fille avait un problème cardiaque et ils attendaient une greffe. Et elle me dit, le jour où la greffe arrive, je dois pouvoir disparaître pendant 3 mois. Mais j'ai besoin de créer quelque chose parce que sinon, je suis toujours obsédée par la maladie. On ne parle que de ça, on pense qu'à ça et j'ai besoin d'une activité pour m'aérer un peu la tête. Et c'est ce qu'on a fait en fait. On a créé le modèle d'affaires pour que son entreprise tourne le plus rapidement possible sans elle. Et la fin de l'histoire, c'est que tout s'est bien passé. La petite a reçu une greffe, elle s'est absentée pendant 3 mois. Elle a une entreprise qui fonctionne très bien et une petite fille qui va très bien. Mais voilà, on peut mettre toutes les données qu'on veut dans le modèle d'affaires, alors que pour un employeur, ce n'est pas forcément facile ou possible d'intégrer des nuances dans des choses qui ont déjà été processées, qui ont déjà été mises en place d'une certaine manière, quoi. Oui, bah, c'est un petit peu ce que j'ai traversé moi dans mon parcours. Hein. J'ai pas dit moi que j'étais malade chronique pendant toutes ces années-là parce que c'était malvenu, surtout pour une maladie comme la fibromyalgie qui est mal connue, mal reconnue, où il y a le syndrome de fatigue chronique qui du coup se traduit rapidement par feignant parce qu'on est tout le temps fatigué. Hein, malheureusement, Ouais. il y a le discours politique institutionnel tout bien joli où on accueille les personnes en difficulté. Et moi, j'étais même chez un institutionnel où il y avait un chien pour une jeune femme qui était aveugle, donc tout était bien, on faisait tout ce qu'il fallait pour les handicapés, voilà. Et moi, quand j'ai demandé simplement à avoir un bureau toute seule, alors que je produisais du texte, hein, moi j'écrivais des pages et des pages pour les sites internet et les plaquettes écrites. Quand j'ai demandé un bureau pour moi toute seule pour pas être dans le bruit, ça a fait un pataquès, Ouais. et c'était impossible, quoi. Donc, on m'a amené à donner ma démission, hein, parce que c'était impossible que j'ai un bureau toute seule, parce que c'était pas dans les normes, parce que c'était pas dans les règles, voilà. Puis après, il y avait tout le discours institutionnel. Mais oui, mais nous, on a que les handicapés, on a le chien, on a si ça. Je trouve que ça peut paraître caricatural, mais c'est malheureusement ce que j'ai vécu. Et peu importe où, je leur jette pas la pierre. Hein. Ils sont pas mieux ni pire. C'est exactement ce que vous disiez. C'est qu'un employeur peut faire des adaptations, mais dans un cadre super en processus et comment dire, en règle collective. Oui. Et que du coup, Ouais. c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, on peut pas faire une exception pour toi. Tout le monde est en bureau partagé. On peut pas faire une exception pour toi. Bon, j'avais pas le numéro. Enfin, j'étais pas dans la hiérarchie. Quand on est directeur machin chose, là, on a un bureau. Mais comme j'étais pas à ce code, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, et on peut pas demander. Moi, je suis assez d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez décrit. C'est qu'effectivement, l'entrepreneuriat permet d'adapter, non pas d'adapter à nos difficultés, mais surtout d'adapter à nos talents. Et À nos forces, moi, j'essaie de faire. Hein. J'ai été mise en invalidité en 2017. J'aurais pu rester les bras croisés. C'est là que j'ai voulu être coach et puis faire tout ce chemin-là depuis 2017. Alors, j'avance lentement, ça c'est sûr. Des fois, je trépigne parce que je vois qu'autour de moi, ça part et que ça avance et puis qu'on produit et moi, j'avance à ma petite vitesse. Mais c'est pas grave, chacun, voilà, on avance comme dans la prairie, dans le potager et chacun à sa façon, quoi. Justement, vous disiez, vous avez donné un exemple d'une cliente et d'autres. Peut-être vous pouvez nous dire ce que vous proposez, quel accompagnement vous proposez aux entrepreneurs et
voilà, qu'est-ce que vous proposez comme... Alors moi, maintenant, mes activités s'orientent plus vers des entrepreneurs déjà avancés, en fait. Euh, alors, en gros, on a 3 spectres d'activité. Le démarrage d'entreprise. Donc ça, c'est une formation de groupe qui s'appelle Let It Be. Et la prochaine session aura lieu en mars 2022. Et puis, là, on est avec Myriam, qui est responsable pédagogique responsable pédagogique du programme. Et puis, voilà, c'est un groupe, c'est sur 6 mois, et puis c'est une donnée particulière. Après, ce que je fais, c'est des accompagnements de croissance ou de l'accompagnement d'associés. Parce que ça aussi, dans les couples entrepreneuriaux, alors ça n'a rien à voir avec un couple dans la vraie vie, mais c'est une paire, quoi. Souvent, quand on démarre, on est tout à fait d'accord. Oui, c'est super. On ne se pose pas de questions. Tant qu'il n'y a pas d'argent, en général, les gens s'entendent bien. Et bizarrement, c'est quand l'argent commence à arriver qu'il y a des conflits. Et donc, j'accompagne en fait ces relations entrepreneuriales pour qu'elles restent fonctionnelles, en fait. Pour que l'entreprise soit protégée d'éventuels conflits dans la relation des fondateurs. Ça, c'est une partie. Et puis après, je vais voir des entreprises qui sont déjà existantes et qui veulent virer vers des modèles d'affaires plus respectueux, voire régénératifs. Là, j'interviens autant que possible comme administratrice indépendante. Donc, je prends part au conseil d'administration. Et mon outil préféré, c'est le label B Corp, qui est assez connu maintenant en francophonie, qui consiste à prendre en compte toutes les externalités de l'entreprise. C'est-à-dire pas juste voir le bilan financier, mais aussi... alors, après, il y a le bilan environnemental, c'est un deuxième pan, mais il y a aussi le bilan ressources humaines, à quel point les gens dans l'entreprise se développent et se sentent bien et vont mieux. Et puis, il y a le bilan sur la collectivité, la ville dans laquelle on vit, comment on a un impact positif sur cette collectivité. Donc là, on a un outil qui va vraiment faire des pointages sur tous les aspects auxquels une entreprise peut contribuer positivement. Oui, c'est encore une vision d'écosystème que vous poussez Ouais. Que je pousse à l'échelle de l'économie plus établie. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant. Alors moi, je vais revenir sur votre programme Let It Be parce que peut-être dans les auditeurs qui nous écoutent, on a justement des personnes en situation de maladie chronique, de perte d'emploi et de se dire, oh, ben oui, mais qu'est-ce que je fais, etc. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ce programme Alors, Let It Be, c'est vraiment pour les grands débutants c'est soit j'ai une vague idée, mais vraiment très vague. Ça va, la dernière limite, c'est j'ai créé mon entreprise depuis moins d'1 an et ça marche pas. Donc c'est un peu ça le spectre. C'est soit j'ai pas commencé, soit maximum 1 an. Et puis ce qu'on fait, c'est du test en temps réel. C'est-à-dire que plutôt que de sauter de la falaise, comme ça c'est une expression qu'on entend souvent dans l'entrepreneuriat et que je trouve complètement aberrante. Au lieu de tout plaquer pour monter sa boîte, de jouer son va-tout, c'est juste aberrant parce que si on fait ça, on se met une telle dose de peur et de frayeur qu'on ne peut plus rien apprendre. Et puis en fait, quand on commence, on a énormément de choses à apprendre, puis il faut être confortable pour être en situation d'apprentissage. Donc là, on va travailler sur ce qu'on appelle la petite pousse verte. La petite pousse verte, sur un plant de tomate, c'est un petit plant de tomate. Vous n'allez pas du tout savoir que c'est un plant de tomate. C'est juste une petite pousse verte qui ressemble à rien. Et pourtant, elle a tout l'ADN du plant de tomate. Et puis, les grosses tomates cœur de bœuf juteuses avec lesquelles vous allez faire une énorme salade, elles sont déjà dans ce tout petit machin. Mais les premiers jours, c'est absolument indifférencié. Et le rôle de cette petite pousse verte, c'est d'activer la photosynthèse et de rendre possible la croissance du plant de tomate. Et bien nous, on va faire la même chose, on va faire un mini-projet. Et le rôle de ce mini-projet, c'est d'amener les premiers sous, les premiers euros, les premiers francs qui vont permettre d'activer le cycle financier à l'intérieur du projet. Et en faisant ça, ça va surtout valider l'intérêt du public, l'intérêt de notre clientèle cible pour ce qu'on a à proposer. Et une fois qu'on a testé en tout petit, on sait qu'on peut commencer à faire de la pub, on sait qu'on peut commencer à aller de l'avant et puis à être un petit peu plus ambitieux, mais on a validé que ça fonctionne. Parce que ça, j'ai aussi pas mal vu de gens qui, voilà, mon idée c'est ça,
Je le propose comme ça, et puis boum, je balance. Et puis en fait, parfois les horaires ne conviennent pas, parfois le prix est trop cher. Et ils n'ont pas ajusté avant de lancer la cavalerie, on va dire. Et du coup, la cavalerie part dans la mauvaise direction. Oui, c'est toute la difficulté quand on démarre, c'est d'ajuster l'idée qu'on a soi, la Ouais, réflexion qu'on a menée, et puis les réactions des premières personnes dans notre communauté qui, des fois, nous dérangent et des fois, c'est pas ça que je voulais, enfin, je m'attendais pas à ça, etc. C'est la ouais. difficulté. Moi, je suis un petit peu dans ça, hein, dans mon travail avec les malades chroniques. Il y a plusieurs stades. Il y a les gens qui sont dans un stade où la maladie est brûlante, sans jeu de mots, et là, ils sont dans une demande de soins d'ordre médical. Donc là, Mhm. réfléchir à son projet de vie, se remettre en cause et tout ça, c'est pas possible. Il y a la période un peu de colère, de surdouleur qui fait que là, les réponses, elles sont dans le champ du médical et dans le médical Ouais. avec toutes les variantes possibles, hein, Mhm. traditionnelles, alternatives, je débat pas là-dessus. Et c'est beaucoup ce qu'on voit sur les réseaux sociaux de personnes qui sont dans ce stade-là et qui, du coup, incriminent le gouvernement en faisant des pétitions, etc. Mais la santé est pour tout le monde, hein, qu'on soit malade déjà déclaré ou qu'on soit pas malade et qu'on souhaite le préserver, c'est pas Macron ou n'importe quel gouvernement Non, c'est ça. qui va faire l'énergie qu'on va dépenser pour justement aller chercher une réponse à l'extérieur. Moi aussi, hein, quand je vois ces réactions-là, moi aussi, j'ai traversé ces périodes-là où je traitais les médecins de connards, je claquais les portes et j'attendais que ça vienne de l'extérieur, etc. Donc, je jette vraiment pas la pierre, hein, c'est tout un chemin et on a besoin de faire. Donc, ce qu'on essaie de dire là, toutes les deux à notre façon aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'il y a un moment où il faut faire des choix en fait. Il faut prendre des décisions et dire voilà, je fais un certain nombre de choses dans mon écosystème de vie. Donc ça, c'est ce que j'essaie moi de mener dans mon coaching et j'ai sûrement pas encore trouvé les bons mots pour le faire comprendre, mais c'est dans ces ajustements du démarrage. Et puis vous êtes sur l'angle, comment on formule son projet pour faire quelque chose, quoi, en Mhm. utilisant son talent et en n'allant pas voir toutes les difficultés. Par exemple, avec la fibromyalgie, on a quand même des capacités de marche et de portage réduites, donc il y a des métiers qui sont d'emblée, c'est pas la peine Oui. d'aller vers des métiers où on est obligé d'être debout, porter des trucs, etc. Ça paraît bête à dire, mais malheureusement, dans les associations, je vois des filles qui sont conductrices de bus ou travaillent en supermarché, etc. Mais je souffre rien que quand elles me le disent, j'ai mal partout, quoi. Enfin, voilà, et se mettre dans une spirale d'échec voilà. Et à côté de ça, c'est des filles qui ont des talents, mais comme vous disiez tout à l'heure, enfermées dans le processus de l'entreprise Ouais. etc. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup votre démarche parce que l'angle permaculture, moi aussi, je suis en train de réfléchir comme vous disiez tout à l'heure, ça redonne une philosophie de vie, une éthique, et c'est ça que je trouve intéressant. Mhm. Et l'approche là vers les entreprises, j'encourage vivement les auditeurs à aller regarder vos programmes. Et moi-même, il n'est pas dit qu'à votre cohorte du mois de mars, je ne frappe pas à la porte, quoi, parce que je serai certainement dans ce questionnement-là, à me dire, j'ai essayé déjà 47 trucs, maintenant, comment je peux arriver à trouver la bonne porte, quoi. Donc, Ouais. on en reparlera l'année prochaine, mais je voulais vous faire intervenir là, justement pour que les auditeurs voient que le champ des possibles, c'est pas un blabla, quoi. C'est vraiment vrai. Il y a un champ des possibles. Oui, oui, oui. Puis moi, je me souviens d'une période de ma vie où j'étais célibataire depuis longtemps, que je me disais, ah, je trouverai jamais personne, Oui, c'est machin. pareil aussi sur ça. Et puis, une copine qui m'avait dit, mais chaque pot a son couvercle, quoi. Il y a forcément quelqu'un qui va te correspondre, aussi bizarre sois-tu, puisque j'ai eu des périodes bizarres dans ma vie. Et à un moment donné, le travail, c'est pareil. Il y a forcément une activité qui nous épanouit, qui nous rend heureux, qu'on fait sans effort. Et voilà. Et si ça peut rendre service à quelqu'un d'autre, il y a un business qui peut naître. C'est pas plus compliqué que ça, finalement. On a tous la capacité de rendre service, on a tous la capacité d'aider quelqu'un d'autre à résoudre un problème. Et ben voilà.
Ça a une valeur. Si c'est une valeur, ça a un prix. Si c'est un prix, ça peut être une activité économique. Mais oui, c'est tout L'entrepreneuriat, pour simple. moi, c'est pas plus compliqué que ça. Ben oui, dit comme ça, c'est tout simple. Et des fois, on est embourbé dans son propre merdier. Mais on est aussi Quel qu'il embourbé soit. dans tout ce qu'on Mais nous balance dans la société, qu'il faut être jeune, beau, en bonne santé, avec tel diplôme, avec telle autorisation de... voilà. C'est aussi très... la société véhicule pas ce discours-là parce que voilà, c'est pas la conclusion dominante de tout le monde aujourd'hui, quoi. Mais ben là, pourtant, peut-être si on réduit les choses à ça, ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. avec la crise qu'on traverse actuellement, sanitaire qui amène une crise économique, ça, je pense, va relancer beaucoup ça. Et comment dire, les adaptations forcées vont peut-être prendre un autre. Les gens vont se dire, mais c'est pas possible, quoi. Hein. Moi, j'ai quelqu'un là, il y a pas longtemps qui m'a dit, oh, ben, moi, j'ai été hospitalisée pendant je sais plus combien de semaines. Personne n'est venu me demander comment ça allait, quoi. Je fais un travail de dingue, je suis responsable de trucs, je suis malade, je suis à l'hôpital pendant des semaines et personne vient me demander de mes nouvelles. Je lui ai dit, bah, écoute, Ouais. t'inquiète pas, hein, moi aussi j'ai été en arrêt maladie plein de fois dans ma vie, on m'a jamais demandé de mes nouvelles. Par contre, on venait de me demander des trucs sur le bureau, est-ce que machin chose ci, est-ce que ça, mais on me téléphonait, mais on me demandait pas, bah, comment ça va, je te dérange pas, etc. Faut pas attendre ça du milieu de l'entreprise. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'autre solution pour trouver bah, son chemin. Et j'aime bien votre approche. Alors, il y a un autre truc qui m'a beaucoup fait rire sur votre site internet. Et puis, je crois que je vous l'ai entendu dire dans des webinaires ou des vidéos que j'ai regardées de vous. Vous avez dit que vous êtes capitaliste. Oui. Euh, et c'est vrai que bah, quand on commence à parler d'écologie, donc quand on parle de permaculture, ça nous amène vers le milieu de l'écologie qui est aujourd'hui, alors il y a la politique, etc. Donc du coup, on n'y reconnaît plus rien entre l'écologie écologique et puis l'écologie politique. Enfin bref. Et moi, j'aime bien quand vous dites que vous êtes capitaliste parce que bah, moi aussi. Bah, ça se dit pas tellement dans les sphères de l'écologie, de l'économie sociale et solidaire. Et puis même là, maintenant, il y a une bien-pensance qui fait que le rapport à l'argent, oh, ben voilà, on tape sur le capitalisme, machin, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement cette vision du rapport à l'argent où il faut une vision saine des choses et que capitaliste, c'est pas forcément pourri, foutu, perdu, quoi. Ben, c'est ça, c'est un mot que j'utilise un petit peu de manière provocante parce Bah oui. qu'effectivement, l'argent, c'est quoi? C'est la symbolisation d'une valeur, en fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent a été décorrélé de la valeur depuis 1971, 71, Oui. depuis que Nixon a coupé la parité entre le dollar et l'or. Depuis ce jour-là, il n'y a plus aucune relation entre le papier qui circule, les pièces, les chiffres sur les comptes et la valeur réelle dans le monde. Donc, en conférence, je dis c'est un peu comme si on était sous une montgolfière, puis il y a cette énorme bulle d'air chaud, puis le réel, c'est le petit panier en dessous. Nous, on est dans le petit panier, et l'argent, c'est cette grande bulle d'air chaud. Alors, de temps en temps, il y a une crise économique, puis on voit que ces bulles, ça faseille un peu, ça se dégonfle un petit coin, puis ça se regonfle, puis ça se rétablit. Et ça ne devrait pas tenir, non, mais en attendant, ça tient et ça marche. Mais maintenant, il faut arrêter de diaboliser l'argent comme étant responsable de tout. L'argent, c'est un outil. Quand je fais des formations, je dis l'argent, c'est une pelle. C'est une pelle. Avec une pelle, vous pouvez creuser un trou pour planter un arbre, mais vous pouvez aussi taper sur la tête de votre voisin pour le tuer. C'est vous qui décidez ce que vous allez faire avec cette pelle. Et puis, vous pouvez collectionner les pelles si ça vous chante, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, quand on revient à cette fonction de l'argent qui est juste un outil et qui est ce qu'on va en faire, ça dépend de nous, bah oui, moi je suis capitaliste, je suis d'accord même de gagner beaucoup d'argent pour y redonner beaucoup de sens. Et puis c'est aussi tout le sens du label B Corp où on doit créer une association, une fondation où on reverse les bénéfices de l'entreprise pour les consacrer à régénérer soit l'écosystème, soit les personnes, enfin de contribuer à notre environnement. Et voilà. Et du coup, bah oui, j'utilise l'argent. Du coup, oui, je suis capitaliste. Effectivement.
Et il y a toute une mouvance, notamment dans le domaine de l'économie solidaire et sociale, moi je connais surtout en Suisse, où ils refusent l'argent. Ils ne veulent pas faire profit. Ils s'interdisent le profit. Mais c'est un peu dommage de ne pas utiliser sa pelle et de creuser son trou à main nue pour planter son arbre quand même. On peut reconnaître ça. Oui, Donc ouais, voilà. et nous, en France, on a cette tendance à faire appel à l'État toutes les 5 minutes quand même, quoi. Hein. Où il faut que ce soit l'État qui paye. Alors l'État au sens large, hein, la collectivité territoriale, ou enfin tous les échelons d'institutions qu'on a en France, c'est assez compliqué. Mais disons l'État au sens large, je le vois bien. Là, j'essaie de mener un projet à plus long terme, de construire un tiers-lieu et donc de monter un partenariat pour en faire un lieu comme un incubateur de projets de vie en s'associant avec un paysan pour produire de l'alimentaire, d'autres personnes sur toutes les dimensions de l'écosystème de vie, etc. Pour l'instant, je suis loin de faire un pitch comme il faut, mais je me donne toute l'année là pour y réfléchir et le podcast me sert aussi de point d'étape en discutant avec les uns et les autres. Et je vous cache pas que je suis un petit peu, moi je viens de l'économie privée, j'ai créé ça 3 fois une entreprise. Enfin voilà, quand j'ai lu ça sur votre site et que je vous ai entendu le dire dans je sais plus quel webinaire, je rigolais quoi, parce que je me disais bon ben elle le dit, elle met les pieds dans le plat, et c'est ce qu'il faut faire, parce qu'effectivement sans argent on n'avance pas. Et je vois bien là dans le milieu de l'économie sociale et solidaire que le réflexe c'est tout de suite ah ben on va aller chercher de l'argent auprès de l'État, alors dans ses différentes dimensions locales, territoriales, etc. Et c'est tout le temps ça. Alors qu'en fait, si on essaie de construire un schéma qui va produire de l'emploi, de l'activité, et que chaque partenaire y retrouve ses comptes et puisse avancer, moi, c'est ça qui me paraît être fructueux. Et dès qu'on est dans le milieu un petit peu écolo, hop, c'est tabou. Ah ben non, on va pas faire payer. Ah ben non, on va pas gagner. Ah ben non, ça. Donc ça, moi, j'ai un petit peu de mal. Alors, pour l'instant, j'y vais doucement. C'est un projet que je mène en deuxième vitesse et plus en profondeur, enfin, plus à long terme. Donc, j'observe beaucoup et je me dis, ben là, on a vraiment un problème de valeur et de rapport à l'argent. Et vous, c'est votre cheval de bataille. Oui, c'est un de mes chevaux de bataille. Ouais. Voilà. Si on a utilisé l'argent pour détruire la planète, et on l'a fait, hein, ok, ben on peut aussi utiliser l'argent pour régénérer la planète. Et c'est ce qu'on va faire. Ben oui. Mais le problème, c'est pas l'argent. Alors, c'est vrai qu'en plus, entrepreneuriat, argent, là, il y a Bernard Tapie qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'était vraiment un archétype de l'entrepreneur, très limite sur l'honnêteté, le respect des règles, tout ça, il a puis clinquant, grosse bagnole, gros machin, etc. Mais il y a tout un tas d'entrepreneurs, c'est monsieur, madame, tout le monde. Et puis, on a un train de vie tout à fait raisonnable. Et puis voilà, et ça ne veut pas dire qu'on ne brasse pas d'argent, mais simplement, on n'en fait pas une affaire personnelle. On est plus comme un prisme à travers lequel on refait passer l'argent par le prisme de nos valeurs et on lui donne du sens. Et si on se voit comme ça, il ne faut surtout pas se priver d'argent parce que ceux qui sont moins bien intentionnés, eux, ne se gênent pas. Donc, au contraire, il faudrait qu'on soit plus nombreux à faire passer l'argent par le prisme de nos valeurs régénératives pour compenser ce que les autres font mal. Alors, c'est un peu manichéen ce que je raconte, c'est un peu les gentils, mais je bien la notion. Dans la réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais les gens qui font pas juste, c'est juste des gens qui n'ont pas eu cet éveil sur les valeurs. Mais ça vient, il y a beaucoup de gens qui tiltent là. Enfin, entre le moment où j'ai écrit mon livre et puis où il est sorti en 2018, c'était un peu hurluberlu, les gens ils me regardaient comme ça. Je n'avais pas trouvé d'éditeur à l'époque. Alors l'éditeur, c'était aussi sur la question de... Le livre est écrit au féminin par défaut. C'était trop avant-gardiste. Mais 3 ans plus tard, on parle de diversité, d'écriture inclusive, tout ça. Puis alors maintenant, ça passe tout seul. Et du coup, les thématiques écologiques, il y a quand même le rapport du GIEC qui nous fait dire qu'il faut se bouger un peu. Donc voilà, les gens commencent à écouter, à entendre, à s'ouvrir à ça. Et puis l'argent a permis des catastrophes, mais l'argent a permis des guerres aussi. Hitler, il avait bien financé ses campagnes. Mais Mère Teresa aussi, elle avait de l'argent. L'abbé Pierre aussi, il brassait de l'argent. Mais ils ne l'ont pas arrêté à leur personne, ils lui ont redonné du sens plus loin.
Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'il faut se dire, OK, ben, dans mon habileté, encore une fois, à rendre service à des gens et à monnayer cette valeur, je vais redonner du sens à cet argent qui vient à moi. Oui, Donc, il faut être d'accord qu'on est capable d'apporter quelque chose qui a de la valeur. Il faut être d'accord d'être payé. Il faut être d'accord de le recevoir et être d'accord de le redistribuer. À partir de là, c'est bon. voilà, et c'est tout là, les 4 étapes que vous venez de récapituler, c'est exactement le chemin de résilience. Parce que des Ouais. fois, on peut se bloquer pour des raisons compliquées, hein, y compris la psychogénéalogie avec le bagage de nos ancêtres, etc., où on considère qu'on ne mérite pas l'argent. Et moi, je le vois souvent dans la population de personnes malades chroniques avec lesquelles je discute et avec qui j'ai déjà fait des coachings là, pendant ces 3 années, des coachings individuels, où il y a un blocage. Je suis malade chronique, alors je ne mérite plus rien, quoi. Oui. Je résume, mais c'est quand même, finalement, c'est ça, quoi. Hein. Et moi-même, à un moment donné, je me suis bloquée comme ça. Et quand j'ai eu ma pension d'invalidité, qu'on m'a écrit cette lettre-là, c'est à la fois un soulagement parce qu'on reconnaît la maladie et les difficultés, et puis de l'autre côté, on se dit, bah alors je suis dans le talus, ça y est, je suis à la poubelle, je suis dans une case, et puis j'aurai cette pension qui est minime, mais qu'elle mérite d'être là, et puis voilà, c'est foutu, quoi. Et on peut s'enfermer avec ça. Ouais. Et je le vois beaucoup justement dans cette catégorie de personnes qui, parce qu'elles sont malades chroniques, alors elles ne méritent plus Ouais. d'avoir une vie confortable dans toutes les dimensions du confort. Et là, la vision du rapport à l'argent que vous décrivez dans le bouquin et que vous nous avez montré là avec différents focus, non, le champ des possibles, il est pour tout le monde. Et puis, c'est à soi de se redonner l'autorisation de produire quelque chose et de valoriser sa valeur et puis de faire recirculer, quoi. Et de chercher des C'est un bon modèles. chemin de résilience. J'ai interviewé, parce que j'ai une petite chronique sur une télé locale en Suisse, Ouais. j'ai interviewé une jeune femme qui souffre de myopathie, donc elle est en fauteuil, elle est Ouais. assez lourdement Oui, gênée par sa maladie. Et elle est entrepreneur, elle a 3 marques. Et alors, ce qui est atypique, c'est qu'elle est fascinée par le monde du luxe. Donc, elle va aussi dans des marchés très haut de gamme. Donc, je ne sais pas si tes auditeurs, ta communauté veut voilà, chercher. Et moi, j'ai commencé l'interview en disant, mais vous vous rendez compte du modèle que vous êtes? Elle me dit, bon non, parce que personne ne m'en parle jamais. Et ça peut être intéressant aussi les rôles modèles, c'est super important. On avait ça avec l'association des mamans entrepreneurs. On cherchait, OK, quels sont les entrepreneurs à succès qui ont aussi été des mamans épanouies, et on allait chercher les modèles. Après, j'ai une amie qui est afrodescendante et elle disait, c'est pareil, il faut que j'aille chercher des modèles de femmes de couleur qui ont réussi, etc., pour pouvoir me projeter vers la réussite. Et je pense que quand on a une maladie ou une différence, c'est aussi ça, aller chercher qui réussit. Alors, il y a peut-être plus dans le sport, handisport, on entend un petit peu d'histoire qui arrive. Dans l'entrepreneuriat, on n'en entend encore pas beaucoup. Donc, ça peut valoir le coup C'est un petit peu la difficulté creuser, avec les maladies, celles qui sont sur mon champ de sujet, les maladies inflammatoires, les métaboliques et tout ça. On est sur de l'invisible, hein, c'est ce qu'on appelle un handicap invisible. Et ça crée de l'invisibilité, recrée une couche d'invisibilité, quoi. C'est une spirale qui peut voilà. Et moi, alors moi, à titre personnel, je crois que j'ai vraiment tapé du poing sur la table en disant que non, je suis pas handicapée, donc moi, je me reconnais dans rien de tout ça. Administrativement, c'est une chose, mais moi, je me définis pas avec ça, je me mets pas dans ces cases-là. Et j'ai été entrepreneur plusieurs fois dans ma vie, c'est ce que je réessaie de faire maintenant. Et ce coup de poing sur la table, chacun se le donne à sa façon. Il n'y a pas de recette miracle. Mais justement, à travers le podcast, c'est exactement ce que là, le côté modèle et tout ça, je l'aurais pas formulé comme ça, mais merci d'avoir abordé ça parce qu'effectivement, c'est ce que j'essaie de faire là. C'est d'inviter des gens qui ont une expertise, un point de vue et tout ça, qui sont pas forcément malades, mais qui sont en bonne santé. Donc, ça montre aussi comment on fait pour rester en bonne santé.
et ça donne des exemples, quoi. Voilà, ça Oui. montre que il y a plein de possibles. Il y a plein de possibles, mais on les connaît pas forcément. Et donc, justement, en voyant des exemples et des modes de réflexion, c'est ouvrir les horizons, c'est ça que ça veut dire, quoi. Merci Ouais. pour tout ce partage. On arrive vers la fin de notre discussion et je termine avec toujours les deux mêmes questions. À chaque Oui. invité, je demande, dans votre quotidien, comment vous faites le lien entre la santé et l'alimentation. Alors moi, je suis super attentive à mon alimentation en fait. Pour moi, c'est vraiment la base ouais, c'est ce qu'on met dans notre corps qui va faire qui va faire notre corps. Donc, puis ça va aussi faire nos pensées, ça va aussi faire. Donc, oui, c'était quoi la question? C'est le rapport entre la santé et l'alimentation. Je crois que vous avez des poules sur Ouais, le votre rapport balcon. Vous avez à, il me semble que j'ai vu des poules sur votre balcon ou dans votre jardin. voilà, donc je fais attention d'où vient ce que je mange. Donc là, on a un super service en Suisse où, en fait, c'est des paniers de légumes livrés à domicile, mais qui sont cultivés à 10 km et livrés à vélo, en fait. Donc c'est vraiment hyper vertueux. Et puis voilà, alors ça, c'était une coopérative qui a diminué, qui a commencé petit. On allait nous-mêmes cultiver. Maintenant, ils ont engagé des maraîchers. Enfin voilà, et puis ça crée des emplois, puis ça progresse. Voilà. Et donc du coup, j'ai mes légumes bio du coin de saison qui sont livrés Super. à vélo. Ça, c'est parfait. Et puis ça fait déjà une base exceptionnelle, voilà, de vitamines, de fibres. Voilà. C'est le truc de base en fait. Tout à fait. Après, je fais Légumes. voilà, l'eau, boire assez, ça on est toujours déshydraté par défaut. Mm. Je suis pas végétarienne, mais je suis pas une grosse carnivore non plus. Je dois manger une fois par mois de la viande rouge, mais c'est pas voilà. Et le reste du temps plutôt des viandes blanches ou pas de viande ou un peu de poisson. Mais ouais, c'est des éléments vraiment. On sent que ça fait le pilier de l'énergie qu'on a à disposition pour monter son entreprise, Tout à fait. pour bouger, Mm. pour se développer, etc. Et après, je le mets vraiment en lien avec le mouvement. L'alimentation, le mouvement, c'est vraiment... là aussi, il y a plein d'entrepreneurs qui sont scotchés devant leur écran. Et puis, quand je fais des présentations, je dis, il y a la pyramide de Maslow. Puis en fait, quand on devient entrepreneur, on s'approche du haut, on est dans la réalisation de soi, de ses buts, on est vraiment dans le top du top. Mais en fait, c'est là qu'on perd la base. On ne dort plus, on mange plus, on fait plus pipi, on boit plus. Enfin voilà. Et c'est là que la maladie va commencer à arriver avec les burn-out et compagnie. Donc c'est vraiment quelque chose qui. Puis là, dans Let It Be, on en parle aussi beaucoup. On commence par soi, quoi. Le projet, il va servir à quoi? Il va servir à ce qu'on soit en bonne santé et heureux. Il ne va pas servir à faire des chiffres qui sont dans une bulle. Et enfin, pas que. Si on veut des chiffres, on peut en avoir, mais ça ne va pas être la finalité. Et donc, hop, attendez, j'ai un téléphone. Et donc, voilà, l'alimentation, le mouvement. Vraiment, On est, bouger on sur est- ça. on est tout à fait d'accord. C'est ce que j'ai développé dans ma saison 2 du podcast. Et pour moi, la clé, c'est vraiment ça, l'alimentation et le mouvement. Déjà de marcher tous les jours et puis de faire attention à ce qu'on mange. Ouais, Quand on est malade chronique, ça permet de réinverser la mauvaise spirale en bonne spirale. Et quand on est en bonne santé, ça permet de préserver. Et effectivement, c'est le socle pour après pouvoir se déployer. Hein, ouais. ça me fait plaisir quand j'ai mes invités qui le disent parce que des fois, sur mon Instagram, me fais un petit peu attaquer par ma communauté qui me dit oh oui, mais bon, gna, 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 moi je peux pas marcher, je peux pas changer mon alimentation. Chacun fait ses choix, quoi. Mais en tous les cas, la clé, elle est là, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Et alors, Les clés, c'est là. pour terminer, on l'a évoqué de différentes façons, mais c'est quand même la question pour conclure. Quelle est votre suggestion pour rallumer les étoiles dans sa vie? S'il y avait un truc pour rallumer les étoiles dans sa vie, ça serait quoi? Euh, alors, moi, mon premier métier, c'était infirmière. Puis, on avait une sacrée responsabilité parce qu'on était le dernier maillon des personnes qui administraient le médicament aux patients. Et du coup, si on se trompait, ça avait des conséquences directes. Donc on devait
contrôler le boulot qui avait été fait avant. Est-ce que la prescription du médecin avait l'air cohérente par rapport à ce qui arrivait aux patients, etc. Et puis, je me souviens toujours d'une fois où une collègue, en fait, s'est trompée massivement sur une administration d'insuline à un diabétique. Donc, en fait, je suis arrivée dans le labo et j'ai vu 10 petites fioles d'insuline. Je me suis dit, c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, elle avait un espèce de blackout. Elle était tellement fatiguée, elle s'est complètement trompée de dosage. Je suis allée vers elle, j'ai clampé la perf et je lui ai dit, viens vers moi, j'ai quelque chose à te montrer au labo. Et elle a vu toutes ces ampoules. Elle a dit, oh, mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu me tromper à ce point-là? Et en fait, bon, il ne s'est rien passé. La perf était à peine posée. Le patient n'a pas beaucoup reçu. Voilà, bon. Ça montrait déjà son état d'épuisement et ça montrait le degré de responsabilité de notre métier, en fait. Et moi, maintenant, ma vie, j'ai jamais ce degré de responsabilité-là. J'ai plus jamais ça. Je dirais, il se passe quoi? Ma newsletter est en retard. Ok, c'est bien grave. Et il se passe quoi? Enfin, après, tout est relatif, en fait. Donc, pour rallumer les étoiles, il faut enlever les nuages de responsabilité, de culpabilité, de t'es pas assez ceci, t'es pas assez... Non, on s'en fout, en fait. On s'en fout. Enfin, les étoiles, elles sont au-delà de tous ces préjugés et de ces obligations et de ces fausses contraintes qu'on se met. Et je devrais faire 10 000 pas par jour, sinon je suis nulle. Non, c'est bon. L'étoile, c'est je vais faire 10 000 pas parce qu'il y a des jolies couleurs de feuilles d'automne à regarder. Et puis, dans tout ce qu'on fait, d'aller chercher le plaisir, d'aller chercher la joie. Et tout le reste, il faut juste lâcher, quoi. Ah bah super, c'est une belle vision qui va tout à fait dans le sens de ce que j'essaie de démontrer, mais je suis toujours, comment dire, à chaque fin d'interview, je ressens cette gratitude. Et merci, Catel, parce qu'à chaque fois, il y a une expression qui jaillit et chacun a vraiment sa façon de voir les choses. Et les clés, c'est toujours un peu les mêmes, mais dit de différentes façons. Et là, je trouve que c'est une très belle façon de redonner à la fois de l'espoir, des visions de champ des possibles. Et puis finalement, c'est simple, quoi. C'est compliqué, mais c'est simple, quoi. Donc, je crois que c'est très compliqué de faire simple, mais... Ouais. Ouais. Effectivement. Merci beaucoup et bien sûr toutes les informations pour retrouver tes publications et les différentes choses, je vais mettre dans le descriptif de l'épisode. Donc Oui, merci avec beaucoup. plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.